Alors, si on reprend depuis le début, je vous rappelle, lorsqu'on s'intéresse à la résolution numérique des équations différentielles, la question qu'on peut se poser au départ, c'est à quoi ça sert, pourquoi résoudre numériquement, Donc, on avait cité les principales raisons. Je vous les rappelle. La liste, bien évidemment, elle n'est pas exhaustive. La première raison, c'est simplement parce que quand on s'intéresse à une équation différentielle, si elle est non linéaire en particulier, eh bien, il n'y a pas de solution analytique. Et donc, si on veut avoir accès à des solutions, eh bien, la seule façon de procéder, c'est de faire une résolution numérique d'équations différentielles. Donc, lorsqu'on fera ça sur des exemples, juste un petit peu plus loin, je vous rappelle ce que ça signifie, faire une résolution numérique. Ça va correspondre à avoir un tableau de valeurs où pour chaque valeur de temps, si on a une équation différentielle qui porte sur le temps, par exemple, eh bien, on aura donc une valeur de x ou de vitesse ou du paramètre qui est régi donc, par l'équation différentielle. Bien. Ce qui peut se passer également, c'est qu'il y a une solution analytique, mais elle est compliquée à obtenir. Et donc, si elle est compliquée à obtenir, eh bien, la méthode numérique, elle peut être assez bien adaptée. Monsieur, Oui. il y a Bouéré qui nous demande de vous dire qu'il a des problèmes pour se connecter. Ok, donc il va nous rejoindre. Et c'est pas de notre côté, je pense. Ok, il va nous rejoindre en cours de route. Bien. Et donc, la dernière raison, ou disons une des dernières raisons principales, c'est pour regarder l'influence d'un paramètre. Donc, simplement parce que si on fait varier un paramètre, pour éviter d'avoir à résoudre à de multiples reprises l'équation différentielle, eh bien, l'outil numérique est particulièrement bien adapté. On va donc présenter eh bien, la méthode d'Euler et quelques variantes, j'ai envie de dire. Donc, on avait commencé à mettre en place eh bien, le paramétrage. Je vous le rappelle ici, puisque c'est important ensuite lorsqu'on va vouloir coder. On va s'intéresser dans tout ce chapitre, ou presque, à des équations différentielles qui sont de la forme suivante. Y', qui dépend par exemple de t, qui est une fonction ici, a priori de y et de t. Et donc, c'est une équation différentielle du premier ordre. Et donc, on a une condition initiale associée à cette équation différentielle du premier ordre. Dans toute la partie du cours grand homme, ici, je vais me servir principalement de deux exemples pour illustrer en fait cette méthode d'Euler. Donc, ces exemples, j'avais commencé à les introduire. Donc, j'avais pris un premier exemple à dominante plus physique, où on avait en fait une bille qui va évoluer en fait dans un fluide visqueux. Donc, j'avais pris un axe vertical descendant. Donc, la bille, elle était soumise à son poids et à une force de frottement. Donc, la force de frottement, elle est opposée à la vitesse. Et donc, la particularité, c'est que j'avais pris une force de frottement qui était quadratique, ce qui permettait d'aboutir eh bien, à une équadif de la forme suivante. Masse de la bille fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps.
qui est égal donc, au poids ici, moins la force de frottement. Donc, je prends ici une force de frottement quadratique, donc proportionnelle au carré de la vitesse. Et donc, on avait l'équation différentielle suivante, V' de t était égal donc, à G, donc l'accélération de la pesanteur, moins H sur M V carré. Donc, le V dépendant du temps. Et donc, on avait dit que pour faire une résolution numérique, eh bien, donc, je prenais un 9,8 mètres secondes moins 2 pour l'accélération de la pesanteur. Et donc, le rapport H sur M, histoire de ne pas se le traîner partout, eh bien, donc, je me plaçais dans un cas particulier où il valait 1 en unité SI, donc le H sur M, là, si on regarde la dimension, eh bien, c'est rien d'autre qu'une accélération sur une vitesse au carré ici. Et donc, on avait l'équation différentielle suivante à résoudre, donc V' de t égale à 9,8 moins V carré de t. Et je prenais donc ici une condition initiale. Donc, je considérais qu'à t égale 0, eh bien, la vitesse de la bille était nulle. Donc, dans ce premier cas particulier que j'avais pris, eh bien, remarquez que l'équation différentielle elle se met bien donc, sous la forme que je suggérais au départ. Donc, ici, j'ai donc, ma fonction que j'ai appelée f ici, donc sur l'introduction. Et donc, cette fonction f qui dépend a priori de v et de t, ici, vous remarquez qu'elle ne dépend pas explicitement du temps, mais elle ne dépend que de la vitesse. Bien. Le deuxième exemple que j'avais pris, donc c'était une équation donc, différentielle plus à caractère donc, mathématique. Donc, on va travailler également avec l'équation suivante, donc y' de x, donc dérivée de y par rapport à x, qui est égal à y, donc qui dépend de x, donc plus y carré exponentielle de x. Et donc, j'avais pris comme condition initiale, y de 0 est égal à moins 1. Donc, vous remarquez ici que eh bien, donc, la fonction f que j'avais introduite, qui s'écrit comme une fonction f qui dépend de y et de x, cette fois-ci, elle va dépendre explicitement à la fois donc, de y, mais aussi de x par l'intermédiaire de l'exponentielle x ici. Bien, donc ça c'est pour le paramétrage mis en jeu. Donc ce qu'on avait fait également, et j'y reviens rapidement, c'est qu'on avait donné donc l'interprétation géométrique ici, donc de la méthode d'Euler. Donc pour cela, on s'était servi donc du graphe suivant, donc le graphe, vous l'avez, je vous rappelle. Donc on avait dit ici qu'on avait donc y en fonction donc, de t. Donc en bleu, ce que l'on avait, c'était donc la solution donc exacte donc de l'équation différentielle. Et ce que l'on allait faire pour résoudre numériquement donc cette équation différentielle, qui va se présenter ici donc sous la forme, je vous rappelle, y' de t qui est égal à une fonction qui dépend donc de y de t a priori et du temps, avec une condition initiale y de t0 fixée. Eh bien, c'est qu'on va tracer la tangente au point donc, de coordonnées t0, y0. Donc, c'est la courbe verte qui se trouve à ce niveau-là.
Et une fois qu'on a tracé cette tangente, eh bien, je vais approximer en fait la valeur exacte de la solution, qui est notée à x de t1 ici sur le graphe, par la valeur y1. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, on va tracer une nouvelle tangente qui passe par le point de coordonnées t1, y1. Donc, c'est la deuxième droite verte qui est ici. Et on va ensuite approximer ici à y de t2, la solution exacte, par la valeur y2 qui est ici. Et ainsi de suite, en traçant donc des successions de tangentes qui vont se succéder ici et qui vont surtout suivre la solution exacte. Donc, je vous rappelle, si ces tangentes suivent la solution exacte, c'est simplement parce qu'on peut avoir accès à une valeur relativement fiable grâce à l'équation différentielle de y' de t, qui n'est rien d'autre que le coefficient directeur ici de cette tangente. Bien, donc je résume ça rapidement, et puis ensuite, je reprendrai un petit exemple que l'on avait fait. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une valeur approchée y1 de la solution exacte, qui, elle, est notée y de t1. Donc pour cela, on trace la tangente à la courbe. Donc, au point de coordonnées, eh bien, T0 et Y de T0, puisque ce point-là, il est connu grâce à la condition initiale. Donc, l'équation de la tangente. Donc, ça, on l'avait déjà écrit, mais je prends un tout petit peu de temps pour y revenir dessus, parce que c'était d'une part, il y a fort longtemps, et puis surtout, on va en avoir besoin pour la suite. Donc, cette relation-là que je suis en train de réécrire, elle est particulièrement importante, puisque c'est la récurrence en fait de la méthode de l'air que l'on va utiliser juste ensuite. Donc, l'équation de la tangente, c'est l'équation de la droite, donc elle va être de la forme AT plus B. Donc, la pente de la droite, eh bien, c'est rien d'autre que Y' ici de T0. Et la particularité, c'est que Y' de T0, eh bien, ça, c'est connu, puisque Y' de T0, c'est rien d'autre que F de Y de T0 à l'instant T0. Autrement dit, la pente ici de notre tangente, elle nous est donnée directement par l'équation différentielle. Pour avoir l'ordonnée à l'origine, il suffit de dire que eh bien, donc, cette tangente elle passe par le point de coordonnées T0, Y de T0, et donc on a l'équation de la tangente. Et donc, si on veut avoir accès eh bien, à la valeur approchée Y1 de Y de T1 ici, il suffit de dire que Y1 est porté ici par la tangente, et c'est rien d'autre que la valeur de Y de la tangente pour l'instant particulier T1. Donc T1, je vous rappelle, il est choisi de manière pertinente. Ça va introduire un pas au niveau donc, de la résolution numérique. Donc là, il ne faut pas se mélanger au niveau des indices. Vous remarquez que pour avoir ici Y1, eh bien, il faut prendre Y de la tangente à l'instant T1. Donc le T1, c'est à cet endroit-là qu'il intervient. Et donc voici pour l'expression approchée de Y1. On peut faire de même pour le point suivant, et après je m'arrêterai là, je ne vais pas en faire 50.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher maintenant Y2. Donc, cette valeur approchée Y2, c'est la valeur approchée de la solution exacte qui est notée Y de T2 sur la courbe. Donc, pour cela, eh bien, donc, on va tracer la tangente. Donc, au point de coordonnées. Et donc là, il faut faire attention. Donc, le point, c'est le point T1, Y1. Et donc là, remarquez une petite différence, c'est que le point de départ, lui, correspondait à la solution exacte, puisque c'était donné par la condition initiale, la valeur Y de T0. Par contre, quand on passe ici à la deuxième tangente, bon, on est sur la valeur Y1 que l'on a calculée, puisque, bien évidemment, la solution exacte Y de T1, on n'y a pas accès. Bon, si on reprend la même démarche que précédemment, bien évidemment, c'est exactement la même chose. On a l'équation de la tangente qui est une équation droite. Donc là, la pente de la droite, ça sera Y', mais cette fois-ci de T1, facteur donc de T moins T1, plus Y1. Le Y' de T1 ici, il va être donné par l'équation différentielle, à savoir Y' de T1, c'est F. Et donc là, attention de Y1 et de T1. Donc là, forcément, on a donc la valeur approchée. Et donc ici, on a la solution approchée Y2 qui sera donc Y de T2 pour l'instant T2, qui est donc égal à Y' de T1, la pente ici de notre tangente, facteur de T2 moins T1, plus Y1. Et ainsi de suite. À savoir que les tangentes successives, elles vont suivre la solution exacte. Bien, donc là, la récurrence de la méthode Euler, elle est en train donc, de se mettre en place. Donc, ce que l'on avait fait, c'est qu'on avait pris donc, un petit exemple pour illustrer donc, cette méthode à la main et montrer que c'est franchement pas adapté de faire ça à la main. C'est assez contraignant, d'où vraiment l'utilité ensuite de cet outil numérique et en particulier donc, de Python pour illustrer ce qui va se passer. Alors, je reviens juste rapidement sur l'un des deux exemples. Je ne vais pas refaire les deux. Donc, de mémoire, on avait juste terminé le deuxième exemple. Donc, on avait eu le temps de revenir sur le premier correctement. Le deuxième, par contre, on avait été pris un tout petit peu donc, par le temps. Donc, je vais plutôt choisir de revenir sur le deuxième exemple, à savoir l'équation différentielle ici que j'avais utilisée juste avant là, sur l'exemple, à savoir Y' de x qui est égal à Y de x plus Y carré de x exponentielle de x, avec la condition initiale Y de 0 qui est égal à moins 1. Ici,
pour résoudre cette équation différentielle numériquement, il faut que je me choisisse un pas, autrement dit, que je choisisse les points pour lesquels je vais calculer donc, les solutions. Donc ici, je vais arbitrairement prendre un pas de 0,5. On regardera l'influence du pas. Donc quand on traitera ici numériquement la solution de cette équation différentielle, juste un petit peu plus loin. Donc là, avec un pas de 0,5, j'ai x0 qui va valoir 0, x1 qui va être égal à 0,5, x2 qui est égal donc à 1,0 et ainsi de suite. Bien. Donc là, la condition initiale, on a y de x0 ici qui est égal à 0. Donc ça, c'est notre valeur exacte qui est donnée par la condition initiale. C'est y de x0. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer, par exemple, les deux premières valeurs simplement, le y1 et ensuite le y2. Donc, je commence ici par le calcul de y1. Donc, y1 étant la solution approchée associée à y de x1. Donc, ici, d'après ce qu'on a dit juste avant, on a le y1 qui est égal donc, à y donc, de la tangente 1 pour le point x1. Autrement dit, c'est y' ici, attention aux indices de x0 facteur de x1 moins x0 plus y de x0. Donc là, j'ai simplement réutilisé la relation ici qu'on avait introduite précédemment, avec ici y' de x0 qui est donné par l'équation différentielle. Donc, à savoir, donc, ça va être y' ici de 0. Autrement dit, y de 0 plus y carré de 0, exponentielle de 0. Et donc, quand on fait l'application numérique, on trouve 0, simplement parce qu'on a y de 0 qui est égal à moins 1. Donc ici, on a moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Exponentielle de 0, ça fait 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et donc, si on fait l'application numérique pour y1, en tenant compte donc, des différentes valeurs numériques qui sont mises en jeu, on trouve ici moins 1 pour donc, cette valeur approchée. Donc là, on est dans un cas particulier. Vous remarquez que y1 va être égal à y de x0, mais c'est simplement lié au fait, en fin de compte, que, pardon, que la valeur de la pente de la tangente, ici, elle est nulle. Bien, je fais le calcul de y2, puis je m'arrêterai là. Et puis après, on généralisera et on passera véritablement à la méthode de l'air. Lorsque donc, je calcule y2, donc y2 ici, c'est y de t2 pour la valeur x2. Autrement dit, c'est y' de x1 facteur de x2 moins x1 plus y1. Et donc, si je m'intéresse à la pente de cette tangente, ici, donc, c'est égal à y' ici de 0,5. Autrement dit, y de 0,5 plus y carré de 0,5 exponentielle de 0,5
avec ici y de 0,5, bien évidemment, qui est égal à notre y1 précédent. Et donc, si on fait l'application numérique, donc ici, la pente, elle va être, donc c'est une valeur approchée. Donc, si je garde, par exemple, 4 chiffres significatifs, on trouve 0,6860, 6460, non, qu'est-ce que je dis, 6487, pardon. Et si on fait l'application numérique par voie de conséquence pour le Y2, eh bien, avec 4 chiffres significatifs, on a moins 0,6756. Et ainsi de suite. Alors, est-ce que je peux mettre ça ? Donc, si je mets la courbe, donc ici, vous avez donc en bleu, eh bien donc c'est la solution exacte. Alors, bien évidemment, cette solution exacte, elle est juste là pour voir eh bien, donc, les différents points successifs que l'on va donc introduire. Alors là, à la main, ça risque de ne pas être très joli, mais si je trace la première tangente à la courbe au point de coordonnées donc x0, donc 0, et y de t0 qui est égal à moins 1, on avait dit que ici, le coefficient directeur de cette tangente était nul. Donc, on va avoir ici, pour cette première tangente, ici, une droite horizontale. Donc, en rouge, ici, j'ai ma première tangente. Donc, ça, c'est y, donc t1 de x. Et compte tenu donc, du pas que j'avais donc utilisé, à savoir le x1, c'est là qu'il est, eh bien, je vais avoir un premier point qui va être situé ici. Donc, c'est le point que l'on avait donc déterminé, à savoir que pour x1 égale 0,5, on avait donc y1, la valeur approchée, qui était égale à moins 1. Donc là, vous remarquez que j'ai choisi un pas qui est très très grand, de manière à pouvoir eh bien, donc, faire cette opération à la main. Donc ici, l'erreur numérique, elle est quand même relativement importante, mais c'est lié à ce pas très grand que j'ai choisi. Ensuite, eh bien, donc, j'ai une deuxième tangente, c'était y donc, de T2. Donc là, lorsqu'on trace ici la tangente, donc là, je triche un petit peu, histoire d'avoir quelque chose qui ressemble un petit peu. Donc ici, j'ai ma tangente y de T2 de x, et ensuite, je me place en x2 pour avoir le point y2 qui est ici, qui est la valeur approchée ici de y de T2 qui lui se trouve à ce niveau-là. Donc là, bon, l'erreur numérique, vous remarquez qu'elle est un petit peu plus faible. Et ensuite, on recommence l'opération pour avoir donc, le nouveau point et ainsi de suite. Donc j'en trace qualitativement une dernière. Donc quand j'ai fait le tracé, bon, schématiquement, on est à peu près par là. Donc là aussi, je triche un petit peu, histoire d'avoir un tracé qui est à peu près correct.
Donc ça, c'est y de t3 de x. Et quand je me place en x3, hein, ça me donne ici hein, eh bien, la valeur approchée y3 hein, de y de t3 qui, lui, est sur la courbe bleue. Hein. Et donc, vous remarquez, hein, c'est ce qu'on disait, hein, que les solutions approchées hein, vont suivre globalement hein, eh bien, la solution exacte. Bien, donc de mémoire, hein, on s'en était arrêté là. Hein. Donc, tout est basé en fait hein, sur eh bien, cette récurrence-là qui consiste à passer donc, par les tangentes successives lorsqu'on va coder hein, donc, la méthode de l'air. Hein. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle hein, donc, je vous avais fait faire le travail à la main hein, sur quelques exemples de manière à bien comprendre comment ça fonctionne hein, au niveau donc, des indices, hein, puisqu'après, hein, eh bien, donc, on va passer donc, à la mise en équation hein, de tout ça sous eh bien, donc, Excel pour commencer, hein, et puis ensuite surtout sous Python, en voyant bien la différence que l'on a entre justement Excel et Python. Hein, parce que Excel, c'est un tableur, on va voir que ça va être excessivement facile à faire, alors que lorsque on va devoir passer sous Python, hein, qui lui n'est pas un tableur, hein, il va falloir se créer les tableaux hein, qui permettent d'avoir accès hein, eh bien, à la solution. Bien. Alors, si on s'intéresse à la récurrence de la méthode de l'air, compte tenu hein, de tout ce qu'on a dit avant, hein, la récurrence, elle est assez immédiate. Hein. Donc, d'après ce qui précède, hein, eh bien, on va avoir donc y plus 1 va être égal à yi, donc plus ti plus 1 moins ti, fois y' de ti. Et ici, hein, ce qu'on va faire déjà, c'est que ti plus 1 moins ti, eh bien, donc, on va se placer dans un cas particulier hein, où cette valeur-là, on va appeler ça petit h. Donc, c'est le pas utilisé. Hein. Et donc là, hein, on va se placer exactement dans le même cas de figure que ce que j'avais fait au niveau des exemples. Hein. C'est que l'on va choisir un pas constant. Hein. Autrement dit, la différence ti plus 1 moins ti, hein, on va la choisir constante. On fera une petite remarque hein, au niveau donc, de la méthode de l'air. Hein, il existe de multiples variantes de cette méthode de l'air. Hein. Il existe des méthodes à pas non constants. Hein. Donc, j'ai envie de dire, peu importe, hein, on va en présenter une ou deux méthodes, hein, à savoir en particulier la méthode de l'air explicite, c'est ce qu'on est en train de faire là, depuis le début du chapitre. Une autre méthode de l'air implicite, j'en citerai une ou deux de plus. Mais après, hein, si on vous donne une méthode différente. Donc, on est obligé de vous expliquer en quoi elle consiste. Et en termes de codage, après, ça ne change pas grand-chose. Hein. Bien. Et donc, ici, hein, on a le deuxième terme, là, y' de ti. Hein, eh bien, lui, il est donné par l'équation différentielle. On a y' de ti qui est égal donc, à f, notre fonction hein, qui est définie hein, par l'équation différentielle de la valeur approchée yi à l'instant ti. Et donc, la récurrence, on l'a. Hein. On a donc, et c'est ça qu'on va utiliser hein, dans le codage, yi plus 1 qui est égal à yi plus h, donc fois f de yi ti. Donc, cette relation-là qui est à connaître, hein, puisque celle qui est utilisée dans la méthode de l'air, hein, eh bien, donc, c'est la récurrence. Donc, de la méthode de l'air
Et donc, attention, hein, donc là, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'aire explicite. On va voir hein, juste après hein, la méthode de l'aire implicite. Hein, donc, la récurrence ne sera plus la même hein, avec quelques particularités en termes de codage ici. Hein. Donc ça, j'y reviens tout de suite au niveau des remarques ici. Donc, il va y en avoir plusieurs remarques. Hein. Donc, la première, c'est celle que je viens hein, d'évoquer. Hein. À savoir hein, qu'il existe également la méthode de l'aire implicite. Donc, la particularité hein, au niveau de cette méthode de l'aire implicite, hein, c'est que quand on travaille sur un intervalle donné, hein, autrement dit, hein, sur l'intervalle TI, TI plus 1, eh bien, quand on a tracé la tangente, autrement dit qu'on s'est intéressé hein, à la dérivée, on a pris la dérivée en TI, autrement dit sur la borne gauche de notre intervalle. Dans la méthode de l'aire implicite, hein, au lieu d'évaluer donc la tangente, autrement dit la dérivée en TI, on va l'expliciter en fait, hein, on va l'évaluer pardon, hein, cette dérivée sur la borne de droite de l'intervalle au lieu de l'évaluer sur la borne de gauche de l'intervalle. Au lieu hein, de l'évaluer en TI. Hein. Et donc, si on s'intéresse à la récurrence ici hein, de cette méthode de l'aire implicite, bien évidemment, hein, sur le papier, ça va ressembler beaucoup. Hein. On a YI plus 1 qui va être égal à YI plus donc, le pas. Et ensuite, hein, il suffit de prendre notre fonction f ici. Alors, non plus hein, au niveau du point TI, YI, autrement dit au niveau de la borne de gauche ici de notre intervalle, mais il suffit de le prendre au niveau de la borne de droite de l'intégrale, autrement dit en YI plus 1, TI plus 1. Donc ça, hein, c'est la récurrence. De la méthode de l'aire implicite. Alors, sur le papier, hein, ça semble ne pas changer grand-chose. En fait, hein, ça va changer quand même pas mal de choses d'un point de vue calculatoire, hein, simplement parce que la détermination hein, de YI plus 1, ici, hein, elle ne va plus être si immédiate. Hein. Donc, pour vous en convaincre, on va prendre un petit exemple. Hein. Pour se rendre compte hein, que justement, hein, la détermination ici, hein, de YI plus 1 hein, n'est plus si immédiate. Hein. Donc, je vais reprendre en fait hein, l'exemple hein,
que je vais me traîner là tout au long de cette partie grand 1. Alors, je ne vais pas reprendre les deux, je vais en prendre qu'un sur les deux. Je vais prendre par exemple l'exemple de la chute de la bille. Donc, au niveau de la chute de la bille, donc, je vous rappelle, on avait V' de t qui était égal à 9,8 moins V carré de t avec V de 0 qui était égal à 0. Et donc, ici, si je mets en place donc, la récurrence de la méthode de l'air implicite donc, que j'ai donnée juste avant, on a donc VI plus 1 qui est égal à VI plus le pas H fois bien, donc, ma fonction f pour le point donc, VI plus 1 à l'instant TI plus 1. Donc, je vous rappelle que la fonction f, bien, c'est cette expression qui est ici. Donc, ça, c'est f de V de t à l'instant t. Bon, si je prends l'expression de f au point ti plus 1, vi plus 1, on n'a pas de dépendance explicite du temps. Donc, l'expression, elle est relativement simple ici. Donc, ce terme-là, c'est rien d'autre que 9,8 moins VI plus 1 au carré. Et donc là, on conçoit tout de suite pourquoi ça va être beaucoup moins immédiat que précédemment. Simplement parce que si j'ai réécrit ça de manière à ce qu'on y voit un petit peu plus clair, on va donc avoir le pas H fois VI plus 1 au carré, donc plus VI plus 1, moins VI, moins H fois 9,8 égale 0. Et donc, vous remarquez que si on veut avoir accès à VI plus 1, il faut extraire le VI plus 1 de cette équation-là, mais vous remarquez que c'est moins rapide que dans la méthode de l'air explicite, parce que dans la méthode de l'air explicite, on avait directement accès au point suivant, tandis que là, il va falloir trouver le zéro d'une fonction, en fait. Alors, ça, on sait faire d'un point de vue numérique. Ce n'est pas le souci. Donc, il suffit d'utiliser la méthode de dichotomie ou la méthode de Newton, Raphson, qu'on avait donc introduit dans un chapitre précédent. Mais vous remarquez que ça ne va pas être si rapide que ça, puisque en plus d'utiliser la récurrence pour la méthode de l'air, il faudra en plus utiliser une deuxième méthode numérique qui introduira des erreurs supplémentaires pour trouver le zéro de cette fonction. Et donc, cette méthode de l'air implicite, elle est un petit peu plus difficile à coder que la méthode de l'air implicite, puisque ça nécessite de faire appel à des méthodes de résolution numérique pour trouver le zéro d'une fonction, dichotomie ou Newton-Raphson, par exemple. Il y a des questions là-dessus? Alors, je terminerai cette partie-là par une dernière remarque. En fait, lorsque on travaille autour de la résolution donc, numérique de la méthode de l'air, il va exister vraiment de nombreuses variantes. Alors, on ne va pas toutes les citer, simplement parce qu'il y en a vraiment tout un tas. Et tout est basé en fait sur l'évaluation de la dérivée en fait.
Donc, sur les deux exemples qu'on a pris juste avant, la méthode de l'air explicite et la méthode de l'air implicite, vous remarquez que pour la méthode de l'air explicite, j'ai évalué donc, la dérivée au niveau de la borne de gauche de l'intervalle. Dans la méthode de l'air implicite, j'ai évalué la dérivée au niveau de la borne de droite de l'intervalle. Et donc, toutes les variantes qui vont exister vont consister en fait à évaluer donc, cette dérivée de manière plus ou moins précise. Donc, j'en citerai qu'une autre méthode, c'est par exemple la méthode de Hahn. Donc, cette méthode de Hahn, voici ce qu'elle dit. Elle dit que yi plus 1 est égal à yi plus donc, le pas. Et ensuite, donc, dans la méthode de l'air explicite, on évaluait donc, la dérivée à gauche. Méthode de l'air implicite, on évaluait la dérivée à droite. Dans cette méthode de Hahn, en fait, on va faire une moyenne des deux dérivées précédentes. En fait. Ce qu'on peut écrire de la manière suivante. Donc ici, je vais avoir la dérivée à gauche. La dérivée à droite, dans la méthode de Hahn, eh bien, on va en fait la calculer de la manière suivante. Et on fait donc une moyenne de ces deux dérivées, en fait. C'est quoi le nom de la personne? Hahn, H-E-U-N. Merci. Donc ici, on fait la moyenne entre les dérivées en TI et TI plus 1. Et en fait, toutes les méthodes numériques de résolution d'équations différentielles sont liées en fin de compte sur la précision avec laquelle on va exprimer ce terme de dérivée. Donc, juste pour aller un tout petit peu plus loin, donc cette méthode de Hahn porte également un autre nom, c'est la méthode de Runge-Kutta. Donc, la méthode de Runge-Kutta, il en existe en fait tout un tas, donc qui sont basés sur des développements limités, des développements de Taylor en fait, de cette dérivée. Et selon l'ordre auquel on arrête donc, ce développement de Taylor, on obtient tout un tas de méthodes différentes. Donc là, vous avez une méthode de Runge-Kutta à l'ordre 2. On peut pousser à l'ordre 4. Donc à ce moment-là, dans cette espèce de moyenne, on n'a plus que deux termes, mais on en a 4, et ainsi de suite. Donc tout est une histoire en fait de précision, de calcul de la dérivée. Alors là, ce qu'on pourrait se dire, c'est que autant prendre la méthode la plus performante. Donc disons, lorsqu'on utilise les méthodes qui sont préintégrées donc, dans Python, la plupart du temps, c'est la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 qui est utilisée. Alors après, tout est une histoire de compromis. Donc, plus on aura une précision importante au niveau donc, de ce terme-là, plus le calcul sera entre guillemets compliqué. Et donc, ça nécessitera donc, de la ressource machine, éventuellement un temps de calcul plus long que dans la simple méthode de l'air explicite que l'on va coder, par exemple. Donc, la plupart du temps, la méthode de l'air explicite suffit pour, disons, les équations différentielles ordinaires, à condition de choisir un pas pertinent, de manière à avoir une solution numérique qui colle assez près de la solution exacte. Mais si, par cas, vous avez besoin donc d'une méthode qui est plus performante, simplement parce que la méthode de l'air explicite est mise à mal, à ce moment-là, il suffit simplement de basculer sur d'autres formules de récurrence
celle-ci que je vous ai présentée ici, voire des méthodes qui sont plus performantes, méthode Runge-Kutta par exemple, d'ordre 4. Bien, alors on en arrive à la méthode D'Euler, à proprement parler en termes de codage. Donc on va déjà regarder cette méthode D'Euler. Alors ici, je vais m'intéresser que à la méthode D'Euler explicite. La méthode D'Euler implicite, on la codera donc, en TP. Donc, je ne sais pas trop encore comment on va s'y prendre pour le TP, mais on fera ça en TP. Donc là, je me limite à la méthode D'Euler explicite. Et donc, dans un premier temps, on va regarder ce qui se passe sous Excel. Sachant qu'Excel, c'est un tableur. Et donc, il suffit d'utiliser la formule de récurrence. Alors, on va résumer en gros ce qu'il faut taper sous Excel, parce que ça, c'est des choses qu'on utilise pas mal en physique également, quand on doit traiter donc, des données expérimentales. On peut le faire sous Excel, c'est assez rapide d'accès. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre par exemple donc, les deux petites équations différentielles là, que j'ai données dès le départ, et puis je vais illustrer la résolution justement sous Excel. Donc là, hop, je vais changer d'écran, je vais basculer sous Excel. C'est bon, là, vous avez bien Excel maintenant? Oui. Ouais. Ok. Donc là, je m'intéresse donc à l'équation différentielle qui est relative à la chute de la vie. Donc, je vous rappelle, cette équadif, c'est V' est égal à 9,8 moins V au carré, avec la condition initiale V de 0 qui est égale à 0. Donc, on veut résoudre numériquement cette équation donc, différentielle ici. Donc là, sous Excel, quand je dis qu'il n'y a aucune difficulté, qu'il suffit de rentrer la récurrence, c'est simplement de la manière suivante qu'on s'y prend. Donc c'est bon, c'est assez gros. Vous voulez que je grossisse un peu là? Parce que pour le coup, je ne vois pas ce que vous voyez. C'est bon? Oui. Ouais. Oui, ça va. Ok. Donc là, donc, je mets ma condition initiale, à savoir t égale 0, v égale 0. Ensuite, et c'est là où il faut faire un petit peu attention, je vais me choisir un pas. Donc, le pas que je vais choisir, il faut qu'il soit suffisamment petit à partir du moment où on fait une résolution numérique. Donc, lorsqu'on avait fait donc, la résolution à la main tout à l'heure, j'avais pris un pas suffisamment gros, simplement pour que les points, on puisse facilement les mettre en évidence sur le diagramme. Donc là, quand on utilise une méthode numérique, il faut par contre prendre un pas adapté. Donc, je vais prendre par exemple ici un pas de 0,01. Et donc, ici, la valeur donc, TI plus 1, ça va être la valeur de TI, autrement dit la case A2, plus mon pas, autrement dit 0,01. Donc, une fois que j'ai fait ça, je tire avec la petite croix là, pour aller jusqu'à la valeur finale. Donc, la valeur finale, c'était 1,5. Donc, je descends jusqu'à 1,5. Et puis ensuite, ici, je vais donc noter la récurrence. Donc, la récurrence nous dit que VI plus 1, donc c'est ma case B3, c'est égal à VI, ma case B2, plus le pas, donc le pas, il vaut 0,01, fois donc, 9,8
moins VI au carré. Donc, VI au carré, hein, c'est ma case B2 fois B2. Et ensuite, eh bien, je descends hein, avec la petite croix. Pour calculer hein, les différentes valeurs. Et c'est terminé. Et donc là, ma méthode de l'air hein, est terminée. Donc remarquez bien, hein, c'est ce que j'ai évoqué en introduction, que lorsque eh bien, donc on met en œuvre une méthode numérique, hein, eh bien, on a accès simplement à un tableau de valeurs hein, qui va nous donner, donc là, sur cet exemple-là, une valeur donc, de vitesse pour chaque valeur de temps correspondant. Donc, si je veux connaître par exemple la vitesse à t égale 0,2 secondes, hein, je vais récupérer ici hein, pour t égale 0,2 secondes la valeur de la vitesse, hein, donc 1,751 mètres par seconde. Si je veux regarder à la vitesse à t égale 1 seconde, hein, eh bien, je descends dans mon tableau, je vais récupérer la valeur de la vitesse correspondante. Mais gardez bien à l'esprit qu'avec une méthode numérique, on n'a pas d'équation mathématique, analytique qui nous donne la forme de la solution. Et donc, quand on a ce tableau de valeurs numériques, si on veut voir à quoi ça ressemble, hein, on est obligé de faire un tracé. Hein. Donc ici, je vais prendre mes deux colonnes hein, pour eh bien, donc, regarder hein, eh bien, donc, ma solution, à quoi elle va ressembler. Donc là, j'ai tracé, hein, bon, je ne mets pas d'enrobage, hein, mais j'ai tracé en abscisse le temps et en ordonnée, hein, j'ai tracé la vitesse. Et donc là, on retombe bien hein, sur l'allure que je vous avais donnée, hein, à savoir hein, cette évolution donc, particulière ici donc, de la vitesse. Okay, donc vous remarquez que sous Excel, hein, c'est vraiment hein, immédiat hein, cette résolution hein, qui est ici. Donc si je prends hein, le deuxième exemple également hein, pour illustrer ça, donc le deuxième exemple, hein, donc l'équation différentielle, hein, donc pareil, je vous la remets pour mémoire. Hein, je vous rappelle, on avait y' qui était égal à y, donc plus y carré fois exponentielle hein, de x. Donc là, on a une dépendance explicite de x. Hein. Donc là, je fais exactement la même chose que précédemment. Hein. Je crée mon tableau. La première colonne, hein, cette fois-ci, ça sera x. La deuxième colonne, ça sera la valeur de y correspondante. Donc, les conditions initiales, hein, je vous rappelle, associées à l'équation différentielle, c'était y de 0 égale moins 1. Donc, ici, hein, pour la valeur x égale 0, eh bien, donc j'ai ma valeur de y correspondante, c'est moins 1. Et puis ensuite, je vais me choisir un pas. Donc, ici, hein, j'ai A2 plus le pas. Donc, je peux choisir un pas, par exemple, de 0,1 hein, ici. Et ensuite, toujours pareil, avec la petite croix, je descends hein, pour aller jusqu'à la valeur correspondante donc, de x. Donc, on s'est arrêté à 1,5 de mémoire. Et donc, après, au niveau donc, de la deuxième colonne, hein, il va falloir rentrer donc, la récurrence. Donc, ici, hein, c'est ma case YI plus 1, hein, ma case B3. Donc, YI plus 1 ici, hein, ça va être égal à YI, autrement dit ma case B2, plus le pas, 0,1, fois eh bien, donc, le terme de droite ici de mon égalité de l'équation différentielle hein, qui correspond donc à ma fonction f de yi et de ti. Hein. Autrement dit, hein, il me faut yi, donc yi c'est b2, plus yi au carré, donc b2 fois b2, fois l'exponentielle fois donc l'exponentielle, et donc là on a une dépendance explicite de x, hein. Donc là attention c'est xi, hein, donc c'est ma case A2 hein, que je dois prendre, et donc ici hein, j'ai ma valeur y1, hein. Je tire à la petite croix pour avoir les valeurs hein, successives, hein, donc y2, y3, etc. Et j'obtiens ma solution numérique, autrement dit hein, un tableau numérique de valeurs pour lequel, hein, à chaque valeur de xi va correspondre une valeur de yi.
Et donc là, c'est la même remarque que précédemment. Je n'ai pas d'équation analytique mathématique qui nous donne l'expression de y de x. C'est simplement des valeurs numériques. Et donc, si je veux regarder à quoi ressemble ma solution, je suis obligé de faire un tracé, mais sous Excel, ça se fait super bien pour avoir la forme de ma solution. Et donc là, on retombe exactement sous la même allure que ce que je vous avais proposé tout à l'heure. Donc, sous Excel, vous remarquez qu'il n'y a vraiment aucune difficulté. C'est simplement, donc, il faut faire attention lorsqu'on met en place la récurrence à choisir les bonnes cases, pas se mélanger entre les i, les i plus 1. Donc, c'est aussi pour ça, tout à l'heure, que je vous l'avais fait faire à la main, entre guillemets. Mais sous Excel, ça s'y prête vraiment super bien, cette méthode de l'ère explicite. C'est simplement lié au fait qu'Excel est un tableur. On va voir que sous Python, par contre, c'est un petit peu plus pénible à mettre en place. Bien. Alors, avant de passer à proprement parler sous Python, on résume brièvement ici ce que je viens de dire. Donc, je repasse sur le tableau blanc. Donc, il suffit donc, de mettre en place la récurrence. Donc, ici, je vais juste me faire un petit tableau. Monsieur, Oui. les récurrences, on doit les connaître? Alors, pour la méthode de l'ère explicite, oui. La méthode de l'ère implicite, je pense qu'on vous la rappellera. Bon, après, si vous gardez à l'esprit que pour explicite, on évalue la dérivée à gauche de l'intervalle et implicite à droite de l'intervalle, c'est quasiment la même récurrence. Après, là où on est obligé de vous les rappeler, c'est pour toutes les autres variantes, méthode de Runge-Kutta et compagnie, où là, vous ne pouvez pas deviner. Mais souvent, malgré tout, le jour du concours, surtout au CCP, c'est autour de la méthode de l'R que ça tourne, où on vous demande de réécrire une fonction Python qui met en œuvre cette méthode d'Excel. Souvent, même, ce qu'on vous donne, c'est une fonction Euler où il manque des lignes en fait, de code et où on vous demande de remplir les lignes manquantes. Donc, ça reste quand même un peu toujours la même chose, ce qu'on vous propose là-dessus. D'accord, ok. Bien, alors schématiquement, je vous ai refait une grille Excel avec donc, les colonnes A et B ici. Et ici, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, etc. Donc ici, j'ai mon T0, Y0. Et puis ensuite, donc, dans la case qui se trouve à ce niveau-là, eh bien, donc, ça va être égal donc, à la case A2, donc plus le pas, petit h, et la case qui est ici, ça va être égal à ma case B2, autrement dit, mon YI, plus le pas, fois la fonction qui va être évaluée donc, en YI, autrement dit, au niveau de la case B2, et TI, autrement dit, au niveau de la case A2. Donc ça, c'est schématiquement ce que j'ai utilisé dans Excel, et c'est terminé. Donc là, on redonne simplement l'un des deux exemples que j'avais donc tracé en direct. Je prends par exemple l'exemple de la chute de la bille. À savoir, on avait V' de t qui était égal à 9,8 moins V carré de t, avec V de 0 égale 0. Je prends un pas identique à ce que j'avais choisi dans l'exemple, à savoir un pas de 0,01. Et donc, dans mon petit tableau, Excel, ici, je vais avoir t
et ici V de t, j'ai toujours eh bien, donc, mes cases qui sont identifiées de la même manière, avec A, B pour les colonnes, 1, 2, 3, etc. pour les lignes. Donc ici, dans la ligne numéro 2, je mets mes conditions initiales, 0, 0. Et après, donc, pour les deux lignes, pour la ligne suivante, pardon, donc au niveau de cette ligne-là, eh bien, donc, ça va être égal à A2, donc plus mon pas, 0, 0, 1. Et au niveau de cette ligne-là, pardon, de cette case-là, ça va être égal ici à B2, autrement dit VI, plus mon pas 0,01 fois eh bien, donc, ma fonction que j'évalue en VI. Donc VI, c'est bien évidemment cette case, autrement dit B2 fois B2. Et ensuite, il suffit de tirer pour avoir le remplissage de la ligne suivante et ainsi de suite. Et donc après, on peut représenter la solution simplement à l'aide d'un graphique. Mais gardez à l'esprit que dans cette méthode numérique de résolution, ce à quoi on a accès en fin de compte, eh bien, c'est rien d'autre qu'un tableau de valeurs numériques ici. Bon. Une fois qu'on a dit tout ça, on va passer à proprement parler à ce qui nous intéresse, à savoir donc, le codage de l'air explicite sous Python. Alors bien évidemment, ça reprend donc la démarche précédente. La seule petite différence, c'est que compte tenu du fait que Python, ce n'est pas un tableur, il va falloir se créer les tableaux qui vont correspondre à T et à V. Mais disons, ça reprend malgré tout exactement la même démarche que précédemment. Donc, petit 5, la méthode de l'air sous Python cette fois-ci. Et donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va écrire la fonction donc Euler. Et donc là, c'est ce qui peut varier en fait dans les exercices ou dans les sujets de concours. On peut imposer un nombre de paramètres plus ou moins important au niveau de cette fonction-là. Donc là, je prends quelque chose d'assez général dans le cours. Je vais choisir une fonction qui va avoir ici 5 paramètres. Donc les paramètres f, y0, a, b, h. F, eh bien donc, ça sera rien d'autre que la fonction f a 2 paramètres donc de l'équadif à résoudre. À savoir y' de t qui est égal à la fonction f de y de t et de t. Y0, ça va être la condition initiale. Autrement dit, y de a, sachant que AB, ça va être l'intervalle de résolution.
et H, ça va être notre pas. Et donc là, quand on écrit cette fonction Euler, il faut écrire une fonction, tout ce qu'il y a de plus général, qui fonctionnera en fonction des paramètres que l'on a imposés ici au niveau de la fonction Euler. Donc là, je veux une fonction, tout ce qu'il y a de plus général pour résoudre l'équation différentielle. Bien, donc là, je vous laisse chercher 5 bonnes minutes pour essayer de m'écrire la fonction Euler, sachant que schématiquement, voici ce que l'on va avoir au niveau de la fonction, donc def Euler, avec les différents paramètres. Ensuite, il va falloir ici définir deux listes. Donc, que l'on va donc choisir initialement vide. Donc, une liste les temps et une liste les y. Ensuite, on va avoir ici deux variables. À savoir t et puis y, qui vont valoir initialement t0, y0, que l'on va mettre dans la liste. Et ensuite, une boucle avec la récurrence. Et on va remplir les listes. Ici, à chaque passage dans la boucle. Et ensuite, on aura la valeur de retour qui correspond aux deux listes. Donc, en gros, l'idée, c'est celle-ci. Vous avez deux listes qui sont initialement vides. Donc, ces listes, on va les appeler ici les T, les Y. Ensuite, on a deux variables qu'on va appeler T et Y, qui vont contenir initialement T0, Y0, que l'on va remplir dans la liste. Et puis ensuite, on a une boucle dans laquelle on va mettre en place la formule de récurrence qui va nous permettre de remplir la liste les T et les Y à chaque passage dans la boucle, sachant qu'à chaque fois qu'on va être dans la boucle, les valeurs de T et de Y vont varier, puisque au départ, ça va valoir T0, Y0, et puis ensuite, ça vaudra T1, Y1, et ainsi de suite. Allez, je vous laisse chercher quelques minutes ici, essayer donc de m'écrire cette fonction en respectant ici globalement la structure avec les deux listes qui sont au départ vides, deux variables qui valent initialement T0, Y0 qu'on va placer donc dans la liste, et ensuite on met en place la boucle avec la récurrence où les variables T et Y vont varier, et à chaque nouvelle valeur, on va venir ranger donc ces variables ici dans nos deux listes. Monsieur, Oui. juste pour T0, quand on rentre la fonction, on rentre Y0, mais T0, on prend la valeur 0 du coup Alors non, quoi? regardez bien les paramètres que je vous ai imposés au niveau donc, de la fonction. Donc le Y0, c'est la condition initiale, c'est la valeur de Y pour la valeur particulière de A. Donc ce que j'ai appelé T0 ici, j'ai utilisé une notation un tout petit peu différente au niveau des paramètres. Ça va être mon A. Donc là, c'est pour reprendre en fait les notations de la récurrence. Mais là, le T0, en fait, c'est mon A. Donc c'est la borne de gauche de l'intervalle. D'accord, ok. Allez, je vous laisse quelques petites minutes.
si on regarde un petit peu donc, la structure donc, de cette fonction Euler, donc, je vous rappelle ce que je vous avais dit donc, sur toute la partie numérique, où il y a tout un tas donc, de fonctions que vous devez savoir coder. Donc, c'est par exemple le cas de la méthode de dichotomie ou de Newton-Raphson, là, lorsqu'on fait la recherche du zéro d'une fonction. Donc, on les avait listés au fur et à mesure des chapitres. Et donc, cette fonction Euler, il faut vraiment que ça pose de soucis à personne, le codage, lorsque, une fois que vous aurez travaillé le cours, parce que, proprement parler, il n'y a vraiment que la récurrence associée à cette méthode de l'air explicite dans tout le chapitre. Après, on verra que ici, si vous regardez bien, je ne vous ai pas trop embêté là-dessus dès le départ, mais on s'intéresse ici qu'à des équatifs du premier ordre pour l'instant. Vous allez voir qu'on va pouvoir adapter la méthode pour que ça fonctionne aussi pour les équatifs donc, du second ordre, les équations donc, de différentiels couplés, autrement dit des systèmes différentiels. Donc, on va voir que malgré tout, ça va ressembler beaucoup à la fonction Euler que je vous ai demandé d'écrire ici. Bien, alors si on regarde un petit peu, donc, cette fonction Euler, hop, donc, je l'ai codé sous Python en même temps. Donc, voici donc, ce que l'on a. Donc, j'ai ma fonction Euler avec les différents donc, paramètres. Je ne vais pas documenter la fonction ici. Donc, j'ai mes deux listes, donc ma liste des temps et ma liste des Y. Et donc, j'ai rangé donc, au départ eh bien, donc, mes conditions initiales, ma condition initiale avec ma valeur ici à T0, donc qui s'appelle petit a, et la valeur Y0 correspondante qui sont directement deux paramètres de ma fonction. Ensuite, j'ai mes variables T et Y qui vont évoluer au fur et à mesure que l'on va passer donc, dans ma boucle. Donc, au départ, ces deux variables valent T0, Y0, donc mon A et mon Y0. Et ensuite, j'ai ma boucle. Donc, ici, compte tenu du fait que l'on ne sait pas à l'avance le nombre d'itérations que l'on va faire, eh bien, donc, je vais utiliser une boucle while. Donc, la boucle for, elle n'est pas bien adaptée ici, vu les paramètres de la fonction que je vous ai proposée. Donc là, on va utiliser une boucle while. Ensuite, donc, au niveau de ma boucle while, donc là, attention, donc T plus H inférieur à B, donc mettez pas simplement T inférieur à B, parce que si vous mettez T inférieur à B, il va vous manquer un point lorsque vous allez donc, parcourir votre boucle. Et ensuite, eh bien, vous avez simplement la formule de récurrence, donc YI plus 1 égale YI plus le pas fois F de YI et de TI. Donc là, attention, il y a une erreur fréquente, c'est de mettre la ligne 14, là, au niveau du code, avant la ligne 13. Donc, si vous faites ça, ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas la bonne récurrence, puisque là, lorsque vous allez avoir accès à la valeur YI plus 1, ce qu'il vous faut, c'est bien YI et TI. Donc là, l'incrémentation en fait de mon temps, ça doit se faire après le calcul de YI plus 1. Donc là, j'ai mon YI plus 1, mon TI plus 1, et après, je range simplement ces deux nouvelles valeurs bien, dans mes deux listes que j'ai appelées donc, les T et les Y. Donc là, les lignes 15 et 16, on peut les permuter sans souci, ces deux lignes-là. Donc là, il n'y a pas de souci. Et après, je retourne mes deux listes, les T et les Y. Alors ici, je les ai convertis en tableau de manière à avoir quelque chose qui soit pratique à utiliser derrière pour éventuellement faire d'autres choses. Mais en gros, voici ma fonction Euler. Donc remarquez bien au passage qu'au niveau donc, de mon retour, je vais retourner en fait un tuple. Donc quand on a plusieurs valeurs de retour simultanées, donc Python, ça assemble directement donc, ces valeurs dans un tuple. Donc là, ce que je vais retourner, c'est un tuple avec deux tableaux à l'intérieur, les T et les Y. Pour vous en convaincre, on va donner un petit exemple juste après. Mais disons, ici, j'ai mon tuple avec deux valeurs. Alors, est-ce qu'il y a des questions là sur cette fonction Euler ?
Oui. Oui. Monsieur, est-ce qu'on peut simplement mettre t inférieur ou égal à b? Alors, si vous mettez inférieur ou égal, hein, ça fonctionne aussi. Le tout, c'est de ne pas mettre t inférieur à b, en fait. Ok. Mais inférieur égal, oui, il n'y a pas de souci. Bien. Alors, on va prendre un petit exemple là, pour illustrer ça. Simplement parce que, remarquez bien que là, la fonction Euler que j'ai écrite, elle est tout ce qu'il y a de plus général. Hein. Et donc, après, hein, on va pouvoir l'utiliser hein, eh bien, donc, pour n'importe quelle résolution hein, de système différentiel. Hein. Donc là, je vais reprendre hein, pour commencer. Hein, eh bien, un peu toujours pareil, hein, la même équadif, hein, à savoir donc mon v' de t qui est égal à 9,8 moins v carré de t, avec v de 0 égale 0. Hein. Donc ici, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc, une résolution hein, sur l'intervalle AB qui est égal donc, à 0, 1,5. Et je vais choisir un pas, petit h, hein, par exemple, de 0,01. Alors attention, hein, ici en termes d'écriture sous Python, hein, il n'y a pas de virgule, hein, donc c'est un point. Hein, donc 0,01. Bien. Alors, si on regarde un petit peu hein, sous Python, hein, comment ça fonctionne. Donc là, je vais basculer hein, pour le coup sous Python. Alors, Python. Ici. OK. Donc, normalement, hein, vous avez sous les yeux donc, la fenêtre Python maintenant. Hein, c'est bon? Oui? Oui. OK. Donc là, hein, vous avez donc la fonction Euler. Hein, donc, j'avais fait un copier-coller hein, de cette fenêtre. Pour pouvoir hein, résoudre cette équation différentielle, il va falloir que je fasse appel hein, à ma fonction Python. Et donc, hein, par rapport à l'exemple ici de la chute de la bille, hein, il va falloir que je définisse max fonction f de manière à pouvoir faire appel à cette fonction f hein, au niveau donc, de l'appel de la fonction Euler ici. Et donc, si vous regardez un petit peu hein, ce que j'ai écrit hein, sous Python ici, donc je fais une définition donc, de fonction, hein, donc def de f1. Et donc là, il faut bien faire attention. Hein, donc c'est une fonction ici a priori donc, de deux variables, hein, v et t, simplement parce qu'on la traite ainsi hein, dans la fonction Euler. Hein. Donc quand j'utilise hein, à la ligne 13 ici ma fonction f, hein, c'est une fonction f qui dépend a priori de deux variables, y et t. Après, hein, on peut avoir une dépendance explicite ou pas, ça importe peu, mais en tout cas, dans la définition de ma fonction, ici, hein, il faut que je définisse une fonction à deux variables, v et t. Si vous mettez simplement ici def f1 de t, ça ne fonctionnera pas. Hein. Donc, il faut bien mettre les deux variables, v et t, même s'il n'y a pas, au niveau de la valeur de retour, ici, hein, une dépendance explicite du temps. J'aurais pu, pour définir cette fonction f1, hein, donc je l'appelle f1', hein, par exemple, hein, pour la distinguer, hein, utiliser donc, le mot-clé lambda, parce que là, la fonction à définir, hein, elle est extrêmement légère. Hein, donc, j'aurais pu utiliser hein, le mot-clé lambda hein, pour définir cette fonction. Par contre, hein, là encore une fois, il faut la définir hein, comme une fonction a priori de deux variables. Hein, donc, aux variables v et t, hein, eh bien, j'associe, donc deux points, hein, 9,8 ici, hein, moins v carré. Hein. Et donc, à ce niveau-là, hein, j'ai défini hein, donc, de deux manières différentes, en fait, hein, la même fonction, hein, c'est la fonction f1, la fonction f de mon équation différentielle, hein, soit à l'aide du mot-clé def, soit à l'aide du mot-clé lambda. Hein. Donc, ça va fonctionner exactement de la même manière. Hein. Toujours est-il que, attention, hein, donc ça, c'est un point important, hein, compte tenu de la manière dont j'ai écrit ici, hein, eh bien, donc, ma récurrence, hein, il faut que ma fonction, elle dépende hein, de deux variables, même si le temps n'apparaît pas explicitement. Hein. Donc, si vous ne mettez pas le t ici, lorsque on va appeler la fonction Euler, hein, ça ne va pas fonctionner. Hein. Bon, ensuite, hein, si on regarde la suite là, donc au niveau donc, de l'appel, hein, donc ici, hein,
je vais faire l'appel de la fonction Euler. Ici, le premier paramètre, ça va être la fonction f1. Donc, si je mets f1p, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci. Donc, 0, ça correspond à mon y0. Mon intervalle AB, donc ici, dans le cours, j'avais pris 0, 1.5 et un pas de 0, 0, 1. Et donc, si je fais ça, on va déjà regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, si j'exécute, donc il faudra bien avoir pensé au départ, je ne l'ai pas rappelé, mais à importer en particulier numpy, et puis ensuite matplotlib.pyplot pour le tracé que l'on va faire. La troisième intégration, c'est pour autre chose, un petit peu plus loin, mais numpy, là, c'est indispensable puisque j'ai utilisé np.array pour transformer les listes en tableau ici. Bien, donc vous remarquez que quand j'ai fait F5 ici pour exécuter le code, eh bien, il n'y a rien qui s'est affiché. Donc, normal, lors de l'appel de ma fonction, j'ai simplement stocké les résultats de ma fonction Euler dans la variable S1. Donc, si je regarde le contenu de ma variable S1, eh bien, remarquez bien ici, alors attendez, hop, ce que je vais faire, ce que je vais juste pour commencer, prendre un pas plus petit, histoire qu'on y voit juste un peu plus clair. Voilà. Donc, je disais, donc, si on regarde le contenu de ma variable S1 ici, donc, vous remarquez qu'on a un tuple, puisqu'on a parenthèse ici, parenthèse à ce niveau-là. Et j'ai un tuple ici qui contient donc deux tableaux. Donc, un premier tableau avec la valeur dt. Donc, remarquez ici, pourquoi je m'arrête à 1.4 ? Il me manque une valeur en fait. Alors attendez, laissez-moi relire ma fonction Euler. T plus H strictement inférieur. Non, T plus H inférieur ou égal en fait à B là, autant pour moi. Donc c'est inférieur ou égal, il ne faut pas oublier le égal, parce que sinon il me manque une valeur. Et donc, pourquoi ça ne prend pas la dernière valeur ? Bon, je vais regarder ce problème-là après. Je termine sur ce que j'étais en train de dire. Donc là, si vous regardez ma fonction S1, on a un tuple, puisqu'on a parenthèse ouverte, parenthèse fermée, avec deux tableaux. Donc, la valeur dt avec le pas de 0,1 que j'ai choisi, et ensuite le deuxième tableau qui va correspondre aux valeurs de vitesse correspondantes. Et donc là, c'est exactement la même remarque que ce qu'on avait fait tout à l'heure sous Excel. La méthode d'Euler nous donne deux tableaux avec une correspondance de vitesse pour un temps particulier. Et après, si on veut regarder à quoi ressemble la solution, vu qu'on n'a pas d'équation mathématique qui nous permet d'avoir accès analytiquement à une formule, la seule chose que l'on peut faire, c'est exactement la même chose que sous Excel, c'est faire un tracé. Donc ici, je fais un plot, et donc là, attention, lorsque je fais mon plot, donc compte tenu du fait que je vais utiliser le temps en abscisse et la vitesse en ordonnée, dans mon plot, les abscisses, ça va être mon premier tableau que je vais récupérer grâce à ma variable S1, donc c'est S1 de 0. Et puis, la vitesse, ça va être le deuxième tableau. Ça va donc être S1 ici avec l'indice 1. Et donc, si je refais ça, eh bien, ici, ça me fait mon tracé. Donc, vous remarquez que la courbe, elle n'est pas très belle. Donc, ça, c'est simplement lié au pas que j'ai choisi, qui est relativement grand. Donc, sur la partie centrale qui est ici, vous remarquez que c'est quand même relativement Monsieur, rectiligne. Oui. je sais pas si je suis le seul, mais moi, j'ai pas le tableau. Enfin, j'ai pas le graphique. Voilà, courbe. Vous avez. Alors, attendez. Comment ça se fait ?
Pourtant, j'ai Je pense que c'est parce que vu que ça reste sur un autre onglet que Python. Alors, le tableau, vous devez l'avoir normalement, non? Donc, c'est dans le Ouais, shell. on a le tableau, mais on n'a pas le graphique. Ah, vous n'avez pas le graphique. Alors, comment je peux faire ça? Alors, attendez, hop, si. Partager là. Donc là, vous devez avoir le graphique maintenant. Ouais. Oui. Ouais. Donc là, vous remarquez, c'est ce que j'évoquais, que la partie de la courbe qui est ici, eh bien, donc, il y a des parties qui sont relativement rectilignes, liées au fait que eh bien, donc, le pas est relativement grand. Alors, il faudra que je re-regarde cette histoire de dernier point. Là, je devrais la... Monsieur, Oui. c'est pas parce que vu qu'on est sous Python, la dernière valeur de l'intervalle elle est exclue. Faudrait peut-être mettre 1.6, non? La dernière valeur de l'intervalle. Mais j'utilise pas de valeur Bien vu, d'intervalle. Bailly. Ouais, mais je présume, je sais pas. Et le problème, c'est que j'ai pas de dernière valeur d'intervalle. C'est ça qui me perturbe. C'est pas comme quand si on utilise un range, en fait. Avec le range, effectivement, la borne de droite, elle est exclue, mais là, je n'ai pas de range. C'est ça qui m'étonne. Peut-être que si vous D'accord. mettez juste t inférieur ou égal à b, Oui, c'est ça, je pense. Alors, t inférieur ou égal à b. Ah oui, si on met t inférieur ou égal à b, oui, là, ça, vous avez raison. A priori, ça va fonctionner. Alors, attendez, hop, je referme cette fenêtre et je exécute. Ben non. Mon dernier point, c'est toujours en point 4, visiblement. Comment ça se fait? Si, là, je l'ai, mais ça ne me le trace pas. Que ça ne me le trace pas. Comment ça se fait? Ah si, c'est peut-être... Ah si, c'est parce que le dernier point, c'est un point 6 sur le graphique. Alors attendez, parce que pour le coup, ça a arrêté le partage vu que j'ai fermé une fenêtre. Donc je vous le remets. Hop. Donc T, ouais, effectivement, c'est T inférieur ou égal à B. Donc là, vous corrigerez bien là sur le code, c'est T inférieur ou égal à B. Je me suis laissé abuser là par le dernier point. Je pensais que c'était un point 5, mais c'est un point 6, le point qui est tout à droite. Donc ici, c'est bien un point 5. Donc j'ai bien le dernier point. Et alors pour le coup, avec T plus H, ça ne fonctionnait pas. Ok. Bien, donc ça c'était pour la méthode de l'air. Donc bien évidemment, si on diminue le pas, ça augmente donc la qualité donc du tracé. Donc je vais mettre un pas plus petit ici et recommencer donc le tracé. Alors, par contre, hop, il faut que je vous remette en partage. Voilà. Donc là, vous remarquez qu'on n'a plus de problème au niveau donc, de la courbe. Donc votre courbe, elle est bien lisse. Donc là, pour le tracé, j'ai pris un pas donc, de 10 moins 3. Et donc, ça fonctionne correctement au niveau donc, du tracé. Bien. Pour finir, on va juste parler justement rapidement de l'influence donc du pas de discrétisation et on y reviendra là-dessus sur le premier TP. Donc là, hop, je rebascule sur le tableau blanc. Nouveau partage. Monsieur, Oui. pourquoi on ne pouvait pas faire de boucle for? Alors, le problème avec la boucle for, c'est qu'il faut connaître dès le départ le nombre d'itérations qui va être mise en jeu. Donc, ce n'est pas qu'on ne peut pas faire une boucle for ici, c'est que si on veut mettre en jeu donc, une boucle for, il faut calculer le nombre d'itérations qui vont être nécessaires pour avoir accès donc, à nos tableaux de valeurs. Et donc, à l'aide donc, de la largeur de l'intervalle, autrement dit B-A, et du pas qui est mis en jeu, il faudrait calculer le nombre d'itérations B-A en fait, sur le pas pour ensuite mettre en place la boucle for. Donc, c'est moins pratique ici. C'est assez immédiat, j'ai envie de dire, pour
eh bien, donc la boucle while, en fait. Ok. Monsieur, j'ai une question. Oui. La fonction F1 que vous avez définie, elle est censée retourner un flottant? Alors Un oui, tube? elle retourne effectivement un flottant. D'ailleurs, vous pouvez les rajouter au niveau donc, du cours, les fonctions F1 et F2 ici, on va les rajouter. Parce que moi, quand je la définis, ça me ressort un chiffre. F1? Oui. Alors non, tu as dû te louper, tu as dû mettre 9,8, je pense. Au lieu de 9,8. Oui, je crois que c'était ça. Oui, mais parce que pour avoir un tuple, en fait, il faut deux valeurs. En fait. Si tu n'as qu'une valeur, c'est forcément en fait un tuple, si tu veux, qui contient qu'une seule valeur. Ça sera soit un entier, soit un flottant, soit autre chose, une liste, peu importe. Mais disons, à partir du moment où on n'a qu'une seule valeur, c'est interprété comme le type en fait, de la valeur que tu as. Donc, si tu as un tuple à deux valeurs, c'est que tu as dû créer un tube sans t'en rendre compte. Donc, tu as dû mettre 9,8, je pense. C'est le truc classique ici. Oui, merci. Bien. Donc là, vous avez les définitions des deux fonctions. Donc là, vraiment, avec le point important, là, le fait qu'il faut bien définir votre fonction à deux variables. Et puis, dessous, ce qu'on peut rajouter également, c'est l'appel de cette fonction pour voir donc, les solutions. Donc, ce que je vous ai tracé ici en direct. Bien, et donc je disais, pour finir, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire deux mots sur l'influence ici du pas de discrétisation. Donc ça, on en reparlera en TP, là, puisqu'on l'observera. Donc, sur un exemple un peu concret. Donc, ici, ce que l'on peut dire, c'est deux choses en fin de compte. Donc, la première chose, c'est que plus le pas va être petit, et plus la solution approchée donc, est proche de la solution exacte. Autrement dit, plus l'erreur numérique diminue en fait. Donc là, il y a un terme de vocabulaire que vous êtes susceptible de rencontrer. Donc, c'est le terme consistante. Donc, on dit que plus la solution également est consistante. Donc, ça veut dire simplement que plus la solution approchée est proche de la solution exacte. C'est un terme que vous êtes susceptible de rencontrer. Bon, donc ce qu'on pourrait se dire, c'est que compte tenu du fait que plus le pas est petit, plus la solution est consistante, autant prendre le pas le plus petit possible. Bon, ça, il faut quand même garder à l'esprit que quand on a donc un programme, il est caractérisé par une certaine complexité qui va correspondre en gros au nombre d'opérations qui vont devoir être réalisées. Donc ici, la complexité, j'ai envie de dire, elle est immédiate à évaluer, simplement parce qu'on n'a que la boucle while, et cette boucle while, elle va se faire un nombre n de fois. Donc ici, on a une complexité linéaire sur cet algorithme lié à la méthode de l'air. Autrement dit, la complexité, elle est en grand taux de n, et n, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure,
c'est le nombre d'itérations, hein, autrement dit le nombre de fois que la boucle va se faire, hein. Autrement dit, c'est la largeur de l'intervalle, B-A, hein, divisé par le pas, hein, ici. Et donc, vous remarquez que bien que la complexité soit linéaire, hein, si bien, donc, le pas ici devient très petit, hein, le nombre d'opérations à réaliser, lui, devient grand, hein, et donc ça augmente le temps de calcul, hein. Donc, plus h est petit, et plus le temps de calcul est élevé, hein. Et donc, ce qu'il faut, hein, c'est trouver en fin de compte un juste compromis, hein, entre les deux cas de figure, hein. Et donc, si on reprend l'exemple précédent là, avec la chute de la bille ici dans la glycérine, hein, donc je vous avais fait en direct le calcul avec un pas de 10-3, hein. Donc, vous remarquez que l'affichage du résultat avait été quasi immédiat. Vous verrez que sur le TP qu'on fera, hein, bien, on testera en fait, hein, la résolution avec différents pas différents. Là, donc, sur mon ordinateur, alors ce n'est pas une foudre de guerre, hein, mais il a moins d'1 an quand même, mon PC. Alors, c'est un notebook, donc ce n'est pas fait pour faire du calcul, hein, mais avec un Pentium 5, lorsque je suis tombé à un pas de 10-6, il m'a fallu 2-3 minutes avant d'avoir donc le résultat. Et avec un pas de 10-7, je l'ai laissé tourner donc 10 minutes, hein, et puis après, j'ai arrêté le temps de calcul, hein. J'ai arrêté donc le programme, hein, parce qu'au bout de 10 minutes, je n'avais toujours pas eu mes résultats, hein. Donc ça, hein, vous pourrez le tester, hein, quand vous ferez donc le TP, hein, relatif donc à cette méthode de l'air ici, hein. Bien, des questions là-dessus? Oui. Ouais. Monsieur, si on rend un pas trop petit, on peut aussi avoir un problème de codage des nombres, non? Alors, bien sûr, hein, donc ça, je ne l'ai pas redit, mais on peut avoir effectivement les erreurs numériques, hein, qui explosent simplement parce que pour les nombres très petits, on peut avoir des problèmes d'underflow qui apparaissent, hein. Overflow. Aussi... Pardon? Oui, donc ça, c'est effectivement un autre problème, hein, effectivement. Bon, alors, il ne reste pas beaucoup de temps, hein, mais un tout petit peu, hein, donc on va commencer à parler en fait, hein, des cas des systèmes différentiels d'ordre 2 également. Donc, c'est ce que j'ai commencé à dire juste avant, hein. Si vous regardez un petit peu à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, hein, bien, on s'est intéressé qu'à des équations différentielles d'ordre 1. Et donc, on peut se demander, hein, si on n'est pas dans ce cas de figure particulier des équatifs d'ordre 1, hein, qu'est-ce qui se passe en fait? Et donc là, hein, je vais procéder en 2 étapes. Donc, je vais regarder, hein, d'une part les systèmes différentiels d'ordre 1 et ensuite les équations différentielles d'ordre 2. Et puis, soyons fous en TP, on prendra hein, les systèmes différentiels d'ordre 2, hein, pour montrer que, en fin de compte, hein, si on a compris comment ça marche pour l'ordre 1, hein, après on peut toujours se ramener, hein, bien, à de l'ordre 1, hein. Donc là, l'idée, hein, bien, ça va être de se ramener à des équatifs d'ordre 1, hein. Et donc, ici, hein, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre pour l'instant, hein, donc des systèmes différentiels d'ordre 1.
Alors, je vais prendre le système différentiel d'ordre 1 le plus simple qu'on est susceptible de rencontrer. C'est par exemple x' de t, qui est une fonction ici de x de t, y de t et du temps, et y' de t, qui est une fonction également, donc différente de la première, de x de t, y de t et de t. Donc ici, vous remarquez qu'on a un système différentiel couplé qui porte sur x et y. Donc au niveau des conditions initiales, je vais en avoir deux en fait. Je vais avoir x de t0, qu'on va appeler par exemple x0, et y de t0, qui va être égal à y0. Et donc l'idée, ça va être de chercher à résoudre numériquement ce système différentiel couplé. Alors, en soi, c'est exactement la même chose que ce que l'on a fait dans le grand 1. Il va simplement y avoir une double récurrence en fin de compte. Quand je dis qu'il y a une double récurrence, c'est que je dois déterminer ici numériquement à la fois le x et le y. Donc je vais avoir ici x i plus 1 qui va être égal à xi plus le pas fois ma fonction f, donc qui va dépendre, et c'est là où il faudra faire attention quand on écrira la méthode de l'air, ça va dépendre ici a priori de trois variables, xi, yi et ti. Et pour yi plus 1, c'est exactement la même chose. Yi plus 1, ça va être égal à yi plus mon pas, h, fois la fonction g, qui va dépendre a priori de trois variables, xi, yi et ti. Il y a un dernier petit point sur lequel il faudra faire attention. Donc, le calcul de xi plus 1 et yi plus 1, il doit être simultané. Quand je dis qu'il doit être simultané, c'est simplement parce que si vous faites d'abord le calcul de xi plus 1, vous remarquez que la valeur de x, elle change. Or, pour la valeur de yi plus 1, c'est bien la valeur de xi dont on a besoin et non pas la valeur de xi plus 1. Donc, dans le code Python, le calcul de ces deux variables, xi plus 1 et yi plus 1, doit se faire en même temps. Donc, par simultané, j'entends la chose suivante, on aura x, y égale, etc., pour utiliser les deux récurrences qui sont ici. Mais en tout cas, il faut que le calcul soit simultané, parce que si vous faites d'abord le calcul de xi plus 1, ça ne marchera plus ensuite pour le calcul de yi plus 1. Donc ça, c'est un point important. Bien. Donc, on va
s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, ce que je vous demande de faire pour la semaine prochaine, hein, eh bien, c'est d'écrire donc une fonction Euler, justement, hein, qui va permettre donc, de faire donc, ce calcul-là. Hein. Autrement dit, hein, ici, hein, ma fonction Euler, hein, donc on ne va pas l'appeler hein, de la même manière que l'autre, hein, on va l'appeler par exemple Euler 2. Hein. Et donc, elle va prendre comme paramètre f, g, x0, y0, a, b et h. Je crois que j'ai oublié aucun paramètre. Non, j'ai rien oublié. Hein. Donc, au niveau hein, ici, hein, des différents paramètres. Hein. Donc, ce sont les deux fonctions hein, du système différentiel. Hein. Donc, x0 et y0, hein, c'est les conditions initiales. AB, c'est l'intervalle de résolution. Hein. Et H, c'est le pas. Hein. Et donc, il faudra essayer de faire ça pour la semaine prochaine. Hein. Donc, vous regarderez bien hein, ce qu'on a fait donc, pour la fonction Euler. Vous verrez que ça ne change pas grand-chose. Il y a 2 ou 3 petites lignes à rajouter. Mais le principe, c'est exactement donc, le même hein, que celui que l'on a fait. Hein. Bien. Donc, il y a ça à écrire. Et puis après, il y aura peut-être donc un exercice là, sur les équadifs d'ordre 1 à faire ou un TP, je ne sais pas encore comment exactement, donc on va s'y prendre. Donc là, il faut que je réfléchisse un tout petit peu, que j'en discute éventuellement avec M. Villata également pour voir si on peut essayer de mettre en place éventuellement un TP sous Zoom. Je ne sais pas encore, il faut qu'on voit comment on peut essayer de s'organiser. Donc ça, je vous redirai ça très rapidement. Okay. Bien. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. Hein. Donc, demain,